Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. C'est très bien de parler de la France tous les jours comme on le fait, de rêver, pourquoi pas, d'une union des patriotes qui dépasserait les clivages de la gauche et de la droite pour lutter ensemble contre un mondialisme destructeur. Oui, on peut toujours rêver d'un bloc politique cohérent, constructif, mais on peut aussi agir et agir économiquement, travailler en portant ses valeurs, pourquoi pas, et pourquoi pas en renforçant le maillage français. C'est ce qu'ont décidé de faire un certain nombre d'entrepreneurs qu'il faut saluer, à qui on donne la parole aujourd'hui. Bonjour Bartholomé Lenoir. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter. Mais merci à vous d'être avec nous et merci pour ce que vous faites. Vous êtes fondateur de la Chaise Française et on vous connaît aussi pour votre autre casquette. On vous avait reçu il y a peu de temps d'ailleurs à ce sujet. Vous êtes directeur de Contribuables Associés. Exactement. Et nous sommes également avec Paul Farnet. Bonjour Paul Farnet. Bonjour. Vous êtes fondateur de Terre de France. Terre de France, c'est une collection qui se présente comme patriote et solidaire. Vous allez nous dire, vous avez d'abord commencé par créer des parfums, mais chacun va raconter de toute façon son entreprise. Nous sommes également avec Christophe de Villeblanche. Bonjour Christophe de Villeblanche. Bonjour. Vous êtes fondateur du Chic Français, une marque de prêt-à-porter 100% fabriquée en France. Donc merci à vous trois d'être avec nous pour cette belle table ronde sur les entrepreneurs patriotes. Pour commencer, je voudrais vous donner à chacun la parole et savoir comment vous avez eu l'idée de créer votre entreprise patriote. On va commencer par Bartholomé Lenoir. Alors c'est assez simple. En fait, moi j'avais eu une expérience dans une PME industrielle qui travaillait avec des fabricants de chaises. Et donc dans le cadre de cette expérience, je me suis rendu compte de la déconfiture en fait de la fabrication de chaises en France. C'est-à-dire qu'on avait énormément de fabricants. Je parle bien de fabricants industriels et non pas d'artisans. On en avait énormément dans les années 80 et peu à peu toute cette industrie a chuté jusqu'à conserver quelques fabricants qui se comptent sur les doigts de la main de chaises. Et donc je me suis dit, donc c'était il y a 4 ans maintenant, je me suis dit, il y a un souci. La chaise, c'est vraiment un bien de base que tout le monde utilise. J'imagine que actuellement vous êtes assis sur une chaise et on n'est plus capable d'en fabriquer de façon industrielle, donc d'assurer au marché français ce produit fabriqué localement. Et donc c'est comme ça que je me suis dit, il y a quelque chose à faire, à la fois en marketing, puisque effectivement, je pense que ça prend un écho important auprès des consommateurs, cette production locale, et aussi en termes d'offres tout simplement pour, d'un point de vue patriotique, nous permettre de conserver la fabrication de ce type de produit. D'accord, alors une question immédiatement Bartholomé Lenoir avant de donner la parole aux deux autres. Évidemment, une chaise française et la chaise française coûte plus cher que la chaise chinoise, j'imagine. Alors en fait, moi j'aime pas dire qu'elle coûte plus cher, parce qu'effectivement à l'achat, elle coûte plus cher. Mais dans le temps, comme elle dure beaucoup plus longtemps, en réalité, acheter une chaise qui dure 5 ans, ça coûte le même prix qu'acheter une chaise bas de gamme qui va être achetée tous les ans. Donc je pense que le prix final, le prix en fait réel de ce produit est le même. C'est juste qu'on le rachète pas plein de fois. Tout à fait. D'ailleurs, rappelons que les meubles de nos grands-parents existent encore dans les maisons de campagne et sont toujours aussi solides, tandis que les meubles que nous achetons régulièrement en ce moment dans certaines grandes industries de l'ameublement, on va dire formaté, disparaissent au bout de 1 ou 2 ans. Je me tourne maintenant vers Paul Farnet. Est-ce que vous pouvez nous présenter Terre de France, s'il vous plaît ? Oui, tout à fait. Alors, donc Terre de France, c'est une marque d'art de vivre français. Alors, effectivement, comme vous l'avez dit, à la base, c'est un parfum. Mais depuis un peu plus d'1 an, on en fait beaucoup d'autres choses. Donc, des savons, de la maroquinerie, des vêtements, de l'art de la table, etc. Tous nos objets sont évidemment fabriqués en France, principalement par des artisans et des petites entreprises. Et puis en fait, la particularité de Terre de France, c'est que on reverse tous nos bénéfices à donc des agriculteurs qui peuvent être en difficulté, des familles de militaires et des écoles rurales. Et la genèse du projet, c'est vraiment de créer une marque qui se positionne sur des valeurs qui sont plutôt traditionnelle et différente de la plupart des marques qu'on nous propose aujourd'hui. Pourquoi on a créé cette marque à la base, c'est parce que j'imagine, comme vous, on est asséné de toutes parts par des marques qui ont un positionnement très progressiste et pas forcément en ligne avec nos valeurs. Et donc nous, ce qu'on souhaitait créer, c'était justement une marque qui défend
des valeurs traditionnelles et conservatrices. Et donc on a créé cette marque avec ce projet solidaire d'aider des agriculteurs, des militaires et des écoles qui sont donc en zone rurale. Alors, un projet très solidaire pour renforcer cet ancrage en France et aider les Français qui peuvent être en difficulté, ou en tout cas ce qu'on peut appeler, je sais pas, un certain front de résistance français. Mais Paul Farnet, tout de suite, une question. Comment vous faites pour avoir une marge de bénéfices en plus de cette allocation des bénéfices au service du pays ? En fait, on fonctionne comme une entreprise classique. Simplement, au lieu de verser des dividendes, on reverse tous les bénéfices à ces personnes qu'on veut aider. Maintenant, D'accord. On est une entreprise qui, évidemment, a des fournisseurs qui sont donc des artisans, des PME françaises. On communique également comme une entreprise pour faire connaître nos produits. Je pense que vous nous avez déjà vus sur des vidéos YouTube ou ce genre de choses, puisque du coup, c'est une communication qui est assez efficace pour nous. Et en plus, en faisant ça, on aide aussi des médias patriotes à se financer, donc je pense que c'est un cercle assez vertueux. On vous entend régulièrement, disons-le, à midi sur une chaîne concurrente, mais malgré tout je amis. pense qu'il y en a qui en ont marre d'ailleurs, mais bon. C'est vrai. Ouais. Voilà, et donc ça finance aussi ces médias patriotes et ensuite à la fin de l'année, donc on fait les comptes de l'entreprise et le résultat net, en fait, après les impôts malheureusement, est reversé à peu près à part égale entre différentes associations ou directement envers les agriculteurs, écoles rurales et militaires. D'accord, très bien. Je me tourne vers Christophe de Villeblanche pour faire la fin du tour des présentations. Christophe de Villeblanche, est-ce que vous pouvez présenter le chic français et nous dire comment vous est venue d'abord l'idée de ce chic français, puis ce que vous faites, donc comment vous fonctionnez ? Alors déjà, tout d'abord, qu'est-ce que le chic français ? La définition même du chic français, pour moi, ce sont des vêtements et accessoires qui sont durables et intemporels. Donc, ce sont des vêtements qui, au bout de 6 mois, ne vont pas être démodés. On est exactement à l'exact opposé de la fast fashion et toutes ces choses-là, puisque ce sont des marinières notamment, des polos, des pulls marins, des chemises blanches, des classiques intemporels qui existent en France depuis de longues années et qui sont des indispensables du vestiaire chic. Et donc qui seront à la fois solides, mais qui seront toujours à la mode, puisque indémodables. Et alors, pour répondre à la question, pourquoi le chic français, pourquoi on a fait le choix du Made in France ? Eh bien, après avoir voyagé dans énormément de pays, dans 75 pays, j'ai pu voir des merveilles, des choses magnifiques, des paysages, des gens, des cultures incroyables. Mais finalement, fort de cette expérience, j'ai pu m'apercevoir que, outre l'architecture qui est propre à chaque pays, eh bien, en termes de paysage et de savoir-faire, le pays le plus riche et qui a la plus grande concentration de savoir-faire et de culture, et également même de paysage, eh bien, c'est bien l'Hexagone, c'est bien la France. Et de retour en France, finalement, je me suis aperçu que faire travailler des ateliers, certes formidables, mais à l'autre bout de la planète, eh bien, ça avait de moins en moins de sens, surtout que dans ma jeunesse en Bretagne, j'ai pu voir la disparition malheureusement d'un certain nombre d'ateliers, notamment dans le textile, dans les années 80-90. Moi, j'étais un petit peu jeune, mais je m'en souviens malgré tout. Et ça faisait un petit peu mal au cœur de voir partir certains de ces fleurons. Alors, pour certains qui existent encore, mais qui fabriquent bien, bien loin de chez nous. Et donc, finalement, ça a été ce déclic de se dire, oui, mais non, pourquoi ? Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour contribuer à ça, humblement à notre niveau, en faisant donc travailler des ateliers aux 6 coins de l'Hexagone. Et donc, en 2017, le chic français est né de la fusion de 5 marques de Made in France. Mon petit polo français, Saint-Crespin, les chaussettes fabuleuses, imperdables à bouton pression, que l'on clipse entre elles pour ne plus les perdre. Et oui, Saint-Crespin, patron des cordonniers. On les clipse entre elles, elles restent unies pour la vie, fidèles. C'est important dans notre société. Ce sont également les polos, les marinières, les pulls, mais également les chapeaux canotiers, Capeline, Chèche et un certain nombre que l'on peut voir sur vous en ce moment. Je vais juste donner rapidement la parole à Bartholomé Lenoir qui doit nous quitter à 8h. Lui, Bartholomé Lenoir, ce que nous dit Christophe de Villeblanche, il a parlé lui aussi de vêtements durables, de vêtements sur le long terme et pas de vêtements... Finalement, on a l'impression que l'industrie française coûte cher. Vous nous rappelez tous les deux qu'ici, certes, ça coûte plus cher à l'achat, mais il y a vraiment un changement de mentalité à faire de ce côté-là.
Oui, tout à fait. Il y a exactement, il faut acheter plus durable. Ça rejoint aussi le combat de l'écologie, qui est un combat partagé par beaucoup de Français. Donc voilà, nous, on produit pour longtemps, on produit pour que ça dure, et on n'est pas dans aussi ce système de consommation, cette ultra-consommation, où on achète et on change de mode très régulièrement. Donc acheter français, ça correspond effectivement à une mentalité plus, plus douce de consommation. D'accord. Eh bien, merci à vous tous. On fait un rapide point sur les informations et nous sommes toujours avec Paul Farnet, fondateur de Terre de France, une marque d'art de vivre, notamment de parfums, mais il y a aujourd'hui beaucoup plus de choses. Collection patriote et solidaire qui renverse 100% des bénéfices au service de notre pays, des armées et d'autres. Vous allez continuer de nous raconter, Paul Farnet. Nous sommes également avec Christophe de Villeblanche, fondateur du Chic Français, marque de prêt-à-porter 100% fabriquée en France, et nous étions avec Bartholomé Lenoir, fondateur de la chaise française. Et puis, vous savez quoi, il n'y a pas que des entrepreneurs, enfin c'est une forme d'entrepreneuriat aussi. Nous sommes avec Nicolas Vidal, c'est un journaliste patriote lui. Toujours avec média Nicolas français Vidal. Indépendant. Voilà, exactement, enraciné. Ouais, enraciné. Dans son sud local. Exactement, entre Paris et le sud. Messieurs, bonjour. Moi j'écoute avec beaucoup de plaisir vos initiatives, vos entreprises qui sont en train d'être mises en place et qui existent. Il y a une question que je me pose en vous écoutant. Ce qui est intéressant, première observation, c'est que j'ai bien compris que c'est un combat patriote finalement contre la désaffiliation, contre la défondation des Français, et surtout par le biais économique. Donc ça, je trouve ça extrêmement intéressant. La question que je vais vous poser, messieurs, à tous les trois, c'est à un moment donné, quelle appréhension est-ce que vous avez anticipé pour vous, dans votre modèle économique, la chute vertigineuse du pouvoir d'achat, et on estimera peut-être que votre clientèle peut-être touche aussi une grande partie ou une partie de la classe de la France périphérique, donc la France moyenne, celle qui va être de fait beaucoup plus impactée par la crise économique que nous promet ce gouvernement et Bruno Le Maire. Donc est-ce que ça là-dessus, vous avez quelques craintes sur vos trois activités ? Alors, Paul Farnet, pour commencer. Alors, je peux répondre. Oui, alors, donc, il y a vous avez tout à fait raison, c'est un sujet. L'autre sujet, c'est aussi le fait que parfois les gens sont un petit peu déprimés post-élection et que le moral chez les patriotes peut aussi baisser et faire que, voilà, on a moins envie de soutenir ce type d'initiative. Donc, je pense que on va le ressentir cette année, hein, c'est pas faux. Je pense que par rapport à l'année dernière où il y avait peut-être un élan d'espoir, etc., et peut-être un pouvoir d'achat moins impacté par toutes les hausses qu'on connaît actuellement, c'est vrai que je pense que cette année, vous avez raison, va être plus difficile. Maintenant, nous, ce qu'on fait pour essayer de pallier ces difficultés, c'est que on fonctionne aussi par des lots en gros, entre guillemets, enfin en semi-gros, c'est-à-dire qu'au lieu de vendre un savon, par exemple, ça n'a aucun sens de vendre un savon à distance, on essaie de faire des packs, par exemple, de une dizaine de savons, qui permet à une personne finalement de se fournir en savon sur 2-3 mois. Et en fait, ça nous permet à nous de proposer un prix beaucoup plus intéressant que si on vendait un seul savon. De la même manière, pour du textile, on va faire des packs de 3 chaussettes, de boxeurs, etc. Donc, se décider sur un achat peut-être un peu plus important, ça nous permet, nous, de réduire les coûts et ça permet de rentabiliser l'expédition du produit. Et le dernier élément, c'est que en fait, sur le Made in France, on est habitué à des prix assez premium. Vous savez, le slip français, par exemple, commercialise des caleçons à 40 €. Nous, aujourd'hui, le caleçon qu'on propose, il est à moins de 20 €. Donc, je pense que dans l'esprit des gens, il y a en fait un effet très premium sur la fabrication française qui fait qu'il y a des marques qui se sont un petit peu gavées, entre guillemets, avec ce type de produit. Et en fait, on a quand même une marge pour proposer des produits à des prix plus intéressants qui vont pouvoir être acceptés par nos clients. Alors moi je voudrais, Paul Farnet, continuer sur le volet de la question, mais l'autre face de la médaille de la question de Nicolas Vidal, puisqu'on parlait de pouvoir d'achat, on peut aussi du côté consommateur, mais on peut aussi se mettre du côté de travail. Et je pense que vous deux, maintenant Christophe de Villeblanche, Paul Farnet, vous donnez aussi du travail aux Français, et ça leur permet tout simplement de pouvoir aussi consommer derrière, d'avoir ce pouvoir d'achat, et vous reconstituez ce maillage français qui est quand même très fortement abîmé avec la désindustrialisation. Christophe, si vous voulez Christophe prendre... de Villeblanche. Oui, alors moi je voulais réagir aux propos.
en partant sur une pointe plutôt positive, malgré tout, c'est que depuis quelques années, il y a une dynamique qui s'est mise en place, qui est vraiment réelle, qui est une réalité, de consommer moins, mais mieux. Ce qui veut dire que dans cette période qui est très incertaine, eh bien, malgré tout, on s'aperçoit que les gens vont consommer moins, mais mieux, vont acheter quelque chose de plus durable et bien plus responsable. Je regarde régulièrement quelle est la typologie de clients que nous avons, et on n'a pas un client type. Clairement, c'est pas le bobo ou uniquement des purs patriotes. Il n'y a pas de client type. C'est ça qui est formidable quelque part, parce qu'on s'aperçoit que c'est un sentiment général de « Ok, je vais acheter un petit peu moins de chaussettes, mais je vais acheter des chaussettes de meilleure qualité qui vont durer plus longtemps. » Et fidèles. Important. Et fidèles. Sable. Mais ça, c'est sur l'ensemble de la consommation vestimentaire, notamment, voilà, des vêtements qui seront un petit peu plus durables. Et ça, c'est quelque chose c'est un vrai espoir, je pense, dans un climat incertain comme nous vivons actuellement. Et ça, depuis la crise du Covid, je suis certain que c'est quelque chose, un sentiment qui a été renforcé. Alors, certes, certains de nos distributeurs ont la vie dure, on a des petites boutiques qui n'ont pas survécu au Covid et d'autres qui s'en sortent, c'est très inégal. Mais il y a quand même ce sentiment de changement de mode de consommation, à mon sens, qui est palpable. Alors, et en fait, en France, il y a un tissu artisanal très développé et beaucoup de petits artisans. Mais quand on commence à vouloir faire des séries un peu plus importantes, c'est vrai qu'il faut vraiment travailler avec eux pour arriver à entre guillemets, les convaincre de se lancer dans une série de 500 pièces sur une production, parce qu'il y a énormément d'indépendants qui vont être passionnés par ce qu'ils font et pouvoir nous produire de la pièce extrêmement bien finie, mais du coup forcément à un prix assez élevé. Ce qu'il faut essayer de faire aussi, c'est de pouvoir créer avec eux une pièce avec un bon rapport qualité-prix qu'on peut proposer à un public un peu plus large. Mais je voudrais, Paul Farnet... Oui. Allez-y, Christophe. Pardon, désolé. C'est ce qui est une difficulté pour certains ateliers, effectivement. Je prends le cas de nos pulls marins. On travaille avec un petit atelier familial qui a seulement quelques couturières, quelques ouvrières, et qui avait des difficultés à faire face à des commandes un petit peu plus importantes, donc qui étaient obligés de refuser des commandes. Et certains de nos ateliers partenaires refusent des commandes parce qu'elles ne sont pas en mesure de faire face. Alors, ça semble absurde, mais ça n'est pas si étonnant quand on sait que recruter, d'une part, c'est difficile parce qu'il n'y a pas toujours énormément de candidats, et on ne forme pas en un claquement de doigts un ouvrier, une ouvrière qui va faire un travail de qualité. Voilà, il faut plusieurs années pour former. Et effectivement, il y a une difficulté pour tous les artisans à recruter des candidats. Donc, je voudrais juste finir sur cette question du circuit, une forme de circuit court, enfin, en tout cas relativement local. Paul Farnet, notamment avec vous, qui donc avait en plus ce geste solidaire vis-à-vis de certains Français. Donc, il y a ce maillage local que vous aidez tous les deux à reconstruire et cette solidarité. Et finalement, c'est toujours du positif, c'est-à-dire que ça revient, ça se réinjecte ensuite dans l'économie française. Bah oui, nous, on a acheté pour plus de 500 000 euros à des artisans et des PME françaises en 2021. Donc oui, ça c'est effectivement finalement un circuit qui est. Je pense que eux-mêmes peut-être qu'ils se sont fournis en produits sur terre de France. Enfin, je pense qu'il y a une économie circulaire, patriote et solidaire qui peut se créer avec ce type d'initiative. Donc ça c'est évidemment génial. Mais après il faut. Là, pour l'instant, c'est des initiatives. Après, il faut être humble aussi, en sont quand même à leur début. Faut arriver à amener ça à un niveau suffisant pour que ça ait vraiment un impact au niveau du pays et qu'on puisse remplacer certaines marques qui non seulement se fournissent en Chine ou au Bangladesh et en plus ont des valeurs très loin de ce qu'on veut défendre. Alors j'ai une question, c'est extrêmement intéressant entre la production et ce savoir-faire. Ça, je trouve ça vraiment très intéressant. La question que j'ai envie de vous poser, messieurs, est-ce que vous craignez à un moment donné pour ce maillage de petits artisans locaux sur lesquels vous vous appuyez, avec lesquels vous collaborez justement pour faire des pièces de qualité, est-ce que vous craignez
craignez qu'à un moment donné, ce maillage disparaisse? Vous avez parlé pendant le Covid qu'il y a des ateliers qui avaient fermé, et on le comprend. Est-ce que là, à court ou à moyen terme, malgré les promesses de relocalisation de notre cher Agnès Pannier-Runacher et de Bruno Le Maire, est-ce que vous craignez quand même à un moment donné de perdre, de plus pouvoir vous appuyer sur ce maillage qui fait votre force? Alors moi je pense on a 2 artisans par exemple qui sont partis en retraite l'année dernière sur de la joaillerie, et on n'a pas trouvé encore d'artisans capables de faire ce qu'ils faisaient, et eux-mêmes en fait ils ont arrêté leur activité en partant en retraite. Donc c'est vrai que dans ce type de situation particulière où un artisan a travaillé 40 ans dans un domaine, part en retraite et ne trouve pas de remplaçant, là effectivement il y a un savoir-faire qui se perd. C'est vraiment dommage, mais malheureusement, on peut pas faire grand-chose à part essayer de trouver quelqu'un d'autre qui est capable de faire ça. Mais voilà. Après, sur le volume, sur la situation macroéconomique en France, je rejoins Christophe sur le fait qu'en fait, il y a plutôt un engorgement sur les demandes de Made in France en ce moment. Et nous aussi, on est en train là de créer notre propre atelier textile et maroquinerie, parce que on a des difficultés à s'approvisionner sur ce type de produits. Donc, je pense qu'en fait, il y a des entreprises de taille vraiment modeste, de 5 à 10 personnes, qui en fait n'arrivent pas à passer au stade supérieur pour prendre toutes les commandes qu'elles peuvent avoir sur du Made in France. Mais parce que vous savez qu'en France, quand on passe certains stades de 10, 20, 50 personnes, on entre aussi dans les méandres de la bureaucratie économique, et ça peut faire peur aussi, quoi. Voilà. Oui, on peut rentrer d'ailleurs dans ce volet-là, cette problématique-là, celle de la bureaucratie, celle des taxes et des impôts français. Il est évidemment très difficile aujourd'hui d'être un entrepreneur, tout le monde et ceux qui nous écoutent le savent encore mieux que nous, d'avoir une entreprise, une PME en France. Les entreprises sont très lourdement imposées. Christophe de Villeblanche, je vous vois hocher de la tête. Oui. Effectivement, elles sont très lourdement imposées, donc il faut trouver des modèles et des nouveaux modèles. Et sur l'emploi, c'est clairement une difficulté. On le voit tous les jours, la gestion RH et la gestion fiscale, c'est effectivement un fléau pour l'entrepreneur, parce que on préférait se concentrer sur le cœur de notre métier, bien évidemment. Bien en revanche, une note un tout petit peu plus positive, effectivement, encore sur. Vous êtes notre Monsieur Soleil de la journée, Christophe de Villeblanche. Oui. En fait, j'évoquais tout à l'heure certains distributeurs, donc des magasins qui ferment. Il en s'ouvre et il s'enferme tous les jours, ou du moins chaque mois. Néanmoins, concernant les ateliers, certains effectivement ferment, mais j'en ai pas rencontré énormément qui ont eu ces difficultés-là. C'était la difficulté plutôt à grossir pour faire face à la demande. Et ça, c'est quand même un aspect positif pour ce qui est de la consommation française. Et là, certains des ateliers, notamment celui de nos pulls marins, a enfin pu recruter cette année une personne et commence à grandir un petit peu et à accroître la production. Donc c'est ça, cette note positive, c'est que certains entrepreneurs, contre vents et marées, vont avoir le courage de faire face à ces difficultés et ont cette foi qui vont les animer pour malgré tout aller de l'avant. Paul Farnet, sur cette question purement économique, les impôts, les taxes et le prix du salariat aussi en France. Oui, c'est surtout ça. En fait, l'imposition sur les sociétés qui est avec un barème progressif 15 plus 28%, c'est quelque chose qui est assez stable, voire qui a en fait un tout petit peu diminué ces dernières années. En revanche, là où effectivement je rejoins Christophe, c'est quand vous embauchez votre premier employé. Alors là, vous entrez dans dans des méandres de l'administration, et du coup, s'ouvre à vous toutes les joyeusetés de la fiche de salaire, voilà. Et donc en fait, entre ce que votre salarié va toucher et ce que vous versez à l'État, on est sur plus de x2 en fait. Donc effectivement, c'est là que effectivement il y a une différence énorme entre ce que touche votre employé et ce que paye l'entreprise. Voilà, c'est quand vous commencez à embaucher, et malheureusement, c'est vrai que je pense que beaucoup d'entrepreneurs
qui se lancent dans des secteurs sur lesquels les marges sont pas énormes. Hein. Un t-shirt fait en France, c'est entre 10 et 15 euros que vous revendez entre 25 et 30, là où un t-shirt au Bangladesh, c'est 2 euros. Donc forcément, la marge étant plus faible, parfois vous avez un peu peur de vous engager sur un CDI ou autre. Voilà. Bon, après, nous, aujourd'hui, on a atteint un volume qui nous permet d'embaucher des gens puisque on a atteint 870 000 euros de chiffre d'affaires l'année dernière, ce qui nous permet de voir venir un petit peu sur cette année, même si l'année peut être peut-être un peu plus difficile que l'année dernière avec des augmentations de prix. Vous savez que le cuir, par exemple, a pris plus de 20% ces derniers mois et forcément, ça renchérit aussi la matière première qu'on utilise. Est-ce qu'il y a des avantages aussi à avoir ce salariat français plutôt que d'autres salariats? Est-ce qu'il y a quand même une valeur ajoutée Alors, on va être très très honnête. Dans d'autres pays, en Italie par exemple, en Italie, vous avez de très très belles productions avec un coût un coût salarial qui est moindre. Hein, voilà, donc l'Italie est capable de faire des chaussures à la moitié d'une chaussure, enfin la moitié en prix d'une chaussure française pour une qualité qui est la même. Il faut être réaliste là-dessus. Après nous, c'est dans une démarche vraiment patriote. On veut investir dans de la production française et arriver à terme à faire de la qualité française ou équivalent italienne à un prix équivalent de ce qu'on peut trouver en Italie. Voilà, c'est notre objectif. Évidemment, on ne sera pas sur un prix Bangladesh ou autre, mais voilà, encore une fois. On le rappelle encore une fois, là oui, le Bangladesh, ce sera des chaussures que vous portez sur 6 mois. Exactement. Voilà, c'est ça. Donc, il faut avoir un bon rapport qualité-prix. Maintenant, aujourd'hui, je le répète, il y a beaucoup de marques qui se prennent une belle marge, qui font du made in France avec vraiment un positionnement prix très premium. Nous, ce qu'on veut faire, c'est proposer du made in France à un prix honnête et abordable pour nos clients. Donc, on peut le faire sur certains produits dès aujourd'hui. On peut pas encore le faire sur d'autres produits, donc on propose pas pour l'instant. Mais notre objectif, c'est de développer une gamme de plus en plus importante de produits made in France à un prix correct. Nicolas Vidal. Vous pensez concrètement sur cette idée à un moment donné du coût, c'est le coût du travail, ça pourrait changer dans les prochains mois pour vous et que vous soyez plus flexible tout en protégeant le droit du travail, de pouvoir faire de la qualité à des prix beaucoup plus intéressants et à une marge beaucoup plus intéressante, ce qui vous permet de survivre, messieurs? Ça dépend pas. Enfin, ça dépend un peu de nous, de la manière dont on s'organise en interne. Mais moi, je crois assez peu au fait qu'il y ait une grande révolution. Fiscalement, je parle. Par deux. Fiscalement. Pardon. Fiscalement. Moi, je crois assez peu en un grand changement à ce niveau-là. Voilà. Après, vous avez en fait des entreprises qui fonctionnent, par exemple, avec de l'auto-entrepreneuriat, qui fait que vous avez une multitude de créatrices, par exemple, qui vont, Hermès par exemple travaille parfois avec ce système-là, où en fait ce sont des indépendantes qui vont travailler sur un produit et puis le vendre à la société. Je pense que ça permet d'avoir un coût un peu plus faible que le salariat, mais sur le salariat, malheureusement, je pense pas qu'il faut s'attendre à grand-chose dans les années qui viennent. Donc c'est à nous de nous débrouiller avec des modes de fabrication optimisés, quoi. Alors pour conclure, à tous les deux, une question vraiment rapide. Paul Farnet et Christophe de Villeblanche. On va commencer par Christophe. Finalement, pour conclure, l'entrepreneuriat patriote, vraiment qui s'assume pleinement patriote et qui veut garder tous ses salariés en France, est-ce que c'est un effort pour défendre des valeurs ou est-ce que c'est également, malgré tout, un créneau porteur ? C'est évidemment un effort patriotique, c'est une évidence, parce que, comme l'a indiqué Paul tout à l'heure, fabriquer en Espagne ou au Portugal ou en Italie, on peut fabriquer des choses très très bien. Et certains ne se gênent pas pour mettre du tricolore là-dessus, alors que c'est fabriqué pas loin de chez nous, dans des endroits qui restent fréquentables, mais qui ne sont pas français. Donc effectivement, la démarche de fabriquer dans l'Hexagone est bien un acte volontaire et patriote. Au-delà de ça, oui, c'est un argument aussi. C'est un argument parce que les Français de plus en plus sont conscients de l'impact environnemental et social d'une consommation
locale et bien française. On paye nos impôts en France, on fait travailler effectivement des ateliers français, donc c'est la préservation de savoir-faire également à notre niveau. Donc c'est vraiment une démarche tout à fait patriote. Après, pour la question du positionnement, sur la question des prix par rapport à nos confrères des autres pays, à mon sens, la carte à jouer, c'est bien la différenciation. Pourquoi acheter un produit français, au-delà de toutes ces considérations-là, ça va être aussi sur l'aspect qualité. C'est à nous de convaincre le consommateur que notre produit il est différent. Il est de meilleure qualité, il va avoir des finitions, des atouts, des aspects vertueux. Oui, les aspects vertueux, même par la suite, les conséquences sur le territoire français, encore une fois. Ça peut être aussi mis en avant. Oui, absolument, tout à fait. Et c'est à nous d'être bons dans notre communication et de faire connaître tous ces aspects-là. Paul Farnay, à ce sujet, et le dernier mot pour Paul Farnay. De la même manière, je pense que initialement, c'est un acte patriote et volontariste, on va dire, jusqu'à ce que, je l'espère, on arrive à recréer en France les conditions pour qu'il y ait réellement une industrie textile, maroquinerie, art de vivre, etc., qui soit solide, comme ce qu'on peut voir en Italie, au Portugal, et que ça devienne vraiment un axe de développement et un secteur économique dynamique. Mais initialement, c'est vrai que ça doit être du volontarisme patriote qui porte ça chez nous, mais aussi chez nos clients. Et j'en profite pour remercier vraiment nos 15 000 clients de nous aider à faire ça et de nous faire confiance là-dessus. Et voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, peut-être de nouveaux clients, Paul Farnay pour Terre de France, Christophe de Villeblanche pour le chic français. Nous avions également Bartholomé Lenoir pour la chaise française. Voilà, des entrepreneurs engagés pour défendre également la France, les valeurs françaises, le travail français. Donc, il faut eux aussi les soutenir. Merci à vous deux, merci à vous trois, si on compte Bartholomé Lenoir qui était avec nous tout à l'heure. Vraiment pour cette note d'optimisme, ces graines en fait qui sont en train de pousser sur le sol français. Merci à vous. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.